La France compte d'innombrables lieux qui racontent les mythes séculaires et les superstitions de nos aïeuls. Notre histoire est jalonnée de contes populaires qui prennent leur source dans nos régions, dans nos croyances. Du mythique archange du Mont Saint-Michel au trésor caché de Rennes-le-Château, en passant par les mystérieux alignements de Carnac ou les récits fantastiques de la fabuleuse forêt de Brocéliande. Quelles malédictions ancestrales abritent nos châteaux? Quelles sombres fables se cachent dans nos forêts? Personnages aux destins occultes, légendes forgées par les siècles, quêtes sans fin. Voici un tour de France des lieux qui conservent encore aujourd'hui bien des mystères. Notre voyage débute dans l'ouest de la France, à la frontière de la Normandie et de la Bretagne. Dans un lieu à part sous bien des aspects, le Mont Saint-Michel. Curiosité géologique et architecturale, ce sont pourtant les nombreux récits qui l'entourent qui lui confèrent son attrait principal. Partons à la découverte de ce rocher mythique au panorama chargé d'une magie surnaturelle et à l'histoire marquée par le combat d'un archange avec le diable. Pour nous parler de cet endroit unique au monde et des légendes qu'il a inspirées à travers les siècles, Xavier Bailly, administrateur du Mont Saint-Michel. Il faut vraiment considérer que c'est une histoire géologique de 560 millions d'années, une singularité d'un caillou qui est planté dans une baie. C'est vraiment aussi de l'eau douce qui surgit sur ce rocher alors qu'on est dans un univers d'eau salée. Lorsque la nature offre à nos lointains ancêtres des paysages particulièrement saisissants, insolites, voire même étranges, comme ici au Mont Saint-Michel, ce rocher planté dans la baie et planté au milieu des eaux, bien sûr ce sont les légendes qui vont s'en emparer et qui vont justifier cette singularité. Nous savons désormais que le Mont Saint-Michel est le fruit de la rencontre de plaques tectoniques qui ont provoqué une montée de magma, faisant sortir le granit qui compose la base du mont. Mais avant cela, nos ancêtres justifiaient la présence de ce phénoménal bloc de pierre au beau milieu d'un océan de sable en évoquant géants et monstres. Parmi les plus fameux, Gargantua, le héros de Rabelais. Les légendes qui surgissent à ce propos sont des légendes qui trouvent une justification à cette singularité géologique. Il s'agit du petit caillou qui se glisse dans la chaussure de Gargantua, dont l'aventure ici s'inscrit dans l'épopée arthurienne. Ça pourrait aussi être cette histoire d'une forêt gigantesque où résident dans ces rochers une fée et un certain nombre de personnages mythiques. Mais incontestablement, à un moment ou à un autre, c'est la dimension spirituelle et les ermites qui feront le reste. D'après la légende, le Mont Saint-Michel serait donc un simple caillou tiré de la chaussure d'un géant. Pendant des siècles, l'homme restera à bonne distance de cet énorme rocher dont il ne s'explique pas la présence. Le Mascaret, cette marée menaçante qui monte à grande vitesse. Les sables mouvants qui emportent les imprudents qui s'y aventurent. Tout cela a contribué au fil du temps à faire du Mont Saint-Michel un ogre, une créature mythique qui avale les âmes errantes. Enveloppé dans ses nombreux mystères, le lieu deviendra pour les hommes céleste, proche du divin. Sur les hauteurs des terrasses de l'abbatiale, un endroit caché au grand public, Xavier nous explique le lien indéfectible qui unit le mont et le sacré. Il est plus que probable que depuis la nuit des temps, ce lieu a attiré les cultes les plus éloignés qui soient. Si on se réfère ne serait-ce qu'à
à ce miracle. L'eau douce coule ici, donc la vie est possible. Donc a fortiori, des anachorètes, des ermites, des hommes qui ont voulu se retirer du monde ont dû venir ici s'établir. Et c'est vraiment cette foi très profonde qui va motiver les maîtres d'œuvre, entendez par là les architectes, ceux qui vont devoir faire avec les matériaux et faire avec le lieu, et rien n'y est facile. 1300 ans d'histoire jalonnent la construction du mont. Un défi sans pareil dans l'histoire de l'humanité, motivé par la volonté farouche des hommes d'apprivoiser ce rocher. Et une prouesse architecturale qui témoigne encore aujourd'hui de la puissante ferveur qu'inspire ce rocher mythique. Une spiritualité inspirée par un personnage qui donne toute sa dimension légendaire au lieu. Cet être céleste, c'est l'archange Michel, chef de la milice de Dieu. Il va jouer un rôle à part dans l'histoire du mont, et cela dès la construction du sanctuaire originel, à l'époque où le mont Saint-Michel portait encore le nom de mont Tombe. Xavier nous ramène à l'origine de cette histoire, dans les entrailles du mont, à la chapelle Notre-Dame-sous-Terre. Aubert est évêque d'Avranches. Il reçoit la visite de Saint-Michel durant la nuit. Première nuit, il lui demande de construire un sanctuaire sur le mont Tombe, qui n'est alors qu'un modeste rocher sans aucune construction. Au réveil, Aubert ne s'exécute pas. Il faudra donc une deuxième nuit, puis une troisième au cours de laquelle, là, l'archange ne tergiverse plus. Il pose son doigt sur le crâne d'Aubert et au réveil, celui-ci a un trou dans le crâne. Pas de doute, c'est bien la visite de l'archange qu'il a eue et il construit le sanctuaire. À l'endroit où nous nous trouvons, qui est aujourd'hui Notre-Dame-sous-Terre, qui est l'endroit présumé de la première construction sur le mont Saint-Michel, nous ne sommes pas tout à fait à la pointe du rocher, ce qui explique que les archéologues, dans les restaurations successives, ont recherché ici, derrière ce mur, les traces et du premier sanctuaire et de ce rocher contre lequel Aubert a construit son sanctuaire. Saint-Michel serait donc à l'origine de la construction de ce lieu magique. Pour ceux qui auraient un doute à ce sujet, il suffit de lever les yeux et de les poser sur le point le plus haut du mont, là où trône sa statue, défiant la pesanteur. Au sommet de la flèche, l'archange est bien là dans une position d'accueil. Il accueille les pèlerins, il les accueille, mais comme on ne peut pas imaginer qu'ils ont été accueillis, en foule nombreuse. Tout est conçu de la rue principale du village jusqu'au grand degré à l'intérieur de l'abbaye pour converger vers l'église abbatiale et les dévotions à l'archange. Si les fidèles sont si nombreux à venir le saluer, c'est que l'histoire de l'archange Michel ne s'arrête pas à cet épisode. Aux origines du mythe, Saint Michel aurait livré un combat épique décrit dans l'Apocalypse. Saint Michel, c'est deux missions qui lui sont confiées, et pas des moindres. La première, c'est bien sûr celle d'assurer la pesée des âmes le jour du jugement dernier, mais la deuxième mission qui lui est confiée, c'en est une autre, et celle-là, elle est presque planétaire, dans la mesure où c'est bien un combat. Et un combat à la tête d'une armée, ce sont les milices célestes, c'est-à-dire l'armée des anges. Nous sommes ici en face d'un commandant, d'un officier militaire qui doit diriger ses troupes et combattre le mal. Et la légende nous dit que ce combat, c'est ici qu'il a eu lieu et que c'est ici, au Mont Saint-Michel, qu'il est gagné. Ce rocher normand aurait donc été le théâtre de cette bataille, décrite dans les Saintes Écritures comme un déchaînement incroyable de violence. Entre ciel et terre, après un long affrontement, Saint-Michel aurait précipité le diable dans l'abîme. À quelques dizaines de kilomètres du mont, un endroit porte encore les stigmates de cette défaite, comme un témoignage symbolique de ce glorieux épilogue.
Montjoie-Saint-Michel, c'est par ces mots que les pèlerins, lorsqu'ils découvraient pour la première fois le rocher de l'Archange, parfois témoignaient de leur surprise. La chapelle derrière moi est dédiée à Saint-Michel. Nous sommes en face de l'un des plus anciens ermitages de Normandie. C'est ici que prend fin la légende. Chassé du mont par Saint-Michel, le démon est expulsé et aboutit ici. Il s'accroche une dernière fois au rocher. Il se raconte encore que les rochers sur lesquels nous sommes porteraient encore la trace des griffes du démon. Le mont Saint-Michel est l'une des nombreuses terres de légende que compte notre territoire. Une France habitée, dit-on, par des êtres fantastiques. Certains issus de récits bibliques, d'autres tirés d'épopées romanesques. Les personnages que nous allons maintenant découvrir auraient vécu leurs aventures au cœur d'un endroit empreint de magie. La forêt de Brocéliande. Un lieu qui recèle bien des secrets. Tout le monde a eu vent de l'intrigue qui, plus que tout autre, a forgé la fabuleuse réputation de cette forêt mythique. Celle des chevaliers de la table ronde. Mais combien connaissent la véritable histoire de cette épopée grandiose? Partons sur les traces du roi Arthur, illustre guide des valeureux chevaliers de la table ronde et du mystérieux personnage qui accompagne et transcende leur extraordinaire histoire. Avant de nous engager sous les 9000 hectares de chênes et de hêtres de Brocéliande, nous avons rendez-vous avec Katia, conteuse et passionnée par les légendes arthuriennes. Avec elle, nous pénétrons dans l'église de Tréhaut-Ranteuc, un édifice sacré dédié aux chevaliers de la table ronde et à l'objet fantastique étroitement lié à leur épopée. On est ici dans le sanctuaire du Graal, peut-être unique au monde. Et ce Graal, eh bien, c'est cet objet mystérieux qui apparaît aux chevaliers de la table ronde. Il est pourvoyeur de vie, il donne l'immortalité, il donne aussi la connaissance universelle, l'abondance. Et à chaque fois qu'il apparaît aux chevaliers de la table ronde, ils savent qu'ils doivent partir en quête. Voilà, il est annonciateur de quête. Le Graal, c'est d'abord cette coupe avec laquelle a été recueilli le sang du Christ. Un objet devenu magique, activement recherché par les chevaliers de la table ronde. Cette quête du Graal, elle est initiée par un personnage mystérieux, un personnage qui est illustré sur cette mosaïque-là, qui est représenté par un cerf blanc. Et ce personnage mystérieux, il vit en forêt. Et c'est là que nous allons aller le retrouver. Ce cerf blanc, c'est l'une des métamorphoses les plus célèbres de Merlin l'Enchanteur. Un personnage de littérature, prophète et sorcier, capable de bien des prodiges. Dans cette forêt mythique, aujourd'hui appelée forêt de Pimpon, ce personnage et sa magie sont omniprésents. Nous sommes devant cet étang qu'on appelle le miroir aux fées. On peut considérer qu'à partir de maintenant, nous quittons la forêt réelle et visible de Pimpon pour pénétrer dans la forêt de Brocéliande, la forêt enchantée de Brocéliande. Dans les mythes celtes, comme dans la légende arthurienne, l'eau est une porte. Un passage qui nous mène sur les hauteurs du Val sans retour. Un panorama grandiose, chargé d'histoires chevaleresques. Un lieu où se nichent Corrigan et Fée. Et surtout, un site qui fut le théâtre d'une légende à nul autre pareil. Nous sommes à 250 mètres d'altitude environ, sur une ancienne montagne, une très ancienne montagne. Le schiste rouge affleure. Ici se mêle à la fois la tradition populaire et les contes arthuriens. On peut encore entendre les combats des chevaliers. Ici, Lancelot a combattu les dragons, il a combattu les sortilèges de Morgane. À la fontaine de Barenton, Yvain combat le chevalier noir. Et puis, un peu partout, les chevaliers de la table ronde ont vécu ici maintes aventures, guidés par le cerf blanc qui les accompagnait vers leur quête. Le cerf blanc. Merlin l'Enchanteur, donc. Druide divin et homme des bois, tour à tour doté d'un savoir immense ou habité par une insondable folie. Il est au centre de bien des mythes à Brocéliande. Alors nous voici dans un lieu qu'on appelle le siège de Merlin. Vous voyez ce petit creux là, dans ce gros rocher de schiste rouge. Et évidemment, on peut imaginer que Merlin aimait venir là s'asseoir et admirer le soleil tomber sur cette belle vallée.
Merlin est le personnage le plus important, peut-être de la légende arthurienne et bien entendu de la forêt de Brocéliande. C'est un personnage qui possède énormément de pouvoirs, ces pouvoirs qui sont liés à la nature. Il connaît le langage des animaux, il connaît le langage des fleurs, des ruisseaux. Il sait se faire obéir des éléments, il peut commander le temps. Merlin l'Enchanteur, un druide sage et respecté de tous. L'histoire raconte qu'il va vivre de nombreuses aventures au cœur même de cette forêt et auprès du roi Arthur. Mais un jour, il va faire une rencontre qui va le mener à sa perte. Qui peut bien être ce personnage qui va sonner le glas de sa toute-puissance? Pour nous éclairer sur ce point, Katia nous emmène sur le lieu le plus emblématique de Brocéliande, la fontaine de Barenton. Un endroit qui symbolise à lui seul la magie des lieux. Chrétien de Troyes, dans son livre donc Yvain, le chevalier au lion, raconte que si l'on verse quelques gouttes d'eau de cette fontaine sur cette pierre qu'on appelle le perron de Merlin, on déclenche alors des orages cataclysmiques. Le vent se déchaîne, les arbres plient et les éclairs viennent crever le ciel jusqu'à ce que la foudre s'abatte sur la forêt tout entière. Mais elle n'a pas que cette vertu, elle en a d'autres. Son eau, dit-on, est capable de guérir bien des maux et notamment la folie. Mais l'histoire qui aura sans doute le plus de répercussions, c'est celle qui raconte le début de la romance entre Merlin et une certaine Viviane. On raconte que Merlin et Viviane se sont rencontrés ici. On raconte même que la première fois que Merlin a vu Viviane, il avait l'apparence d'un beau jeune homme pour mieux la séduire. Et Viviane, elle, a compris que c'était un homme de pouvoir. Il a compris, lui, que cette jeune fille allait changer le cours de sa vie. Que malgré ses grands pouvoirs, il n'avait qu'un cœur d'homme et qu'elle le retiendrait à tout jamais dans cette forêt. La fée Viviane, aussi appelée la Dame du Lac. Une jeune femme d'une beauté incomparable qui va littéralement envoûter Merlin. Dès lors, au fil de leur histoire, l'enchanteur va enseigner ses connaissances et ses pouvoirs à cette femme que l'on dit tour à tour fée ou sorcière. Et tout cela se passe aux alentours du château de Compère, au cœur de Brocéliande. Un édifice maintes fois remanié, dont l'origine remonte au IXe siècle. Aurore, qui travaille au château depuis de nombreuses années, nous accueille dans ce haut lieu de la légende arthurienne. Bonjour Katia. Ça va? Oui, et toi? Oui. Bon, alors je viens te voir aujourd'hui pour qu'on se remémore ensemble cette belle légende de Viviane. Eh bien oui, avec grand plaisir. Et comme tu le sais, on est ici sur les terres de son père, dans le château qui appartenait à son père. Et les alentours de Compère, c'est un petit peu comme son terrain de jeu quand elle était petite fille. On descend au bord du lac, se raconter cette belle histoire. Avec grand plaisir. Le lac de Compère, peut-être le lieu le plus magique de Brocéliande et celui qui raconte la fin du puissant Merlin l'Enchanteur. C'est un des endroits préférés de la forêt ici. Moi aussi, j'aime beaucoup ce lieu. Et l'histoire du palais de cristal de Viviane, c'est une de tes préférées aussi? C'est vrai que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que c'est une grande histoire, une belle preuve d'amour que Merlin donne à Viviane. Cette preuve d'amour, c'est un magnifique palais de cristal que Merlin a façonné sous le lac à la demande de sa bien-aimée. Un château que seuls les amoureux peuvent entrevoir. Mais pour Viviane, cela ne suffit pas. Elle va alors demander à l'enchanteur un gage ultime de son amour. Quand Viviane lui a demandé de lui enseigner un enchantement qui permet de retenir celui qu'on aime à ses côtés, je pense que Merlin était tout à fait pleinement conscient que c'était lui le futur prisonnier et qu'il s'est laissé retenir, laissé enfermer ici en Brocéliande. Cet homme si puissant, si plein de pouvoir, capable de toutes les métamorphoses, capable de connaître les choses passées, les choses futures, qui se laisse finalement enfermer par celle qu'il aime. Ouais. Par cette jeune femme du plus profond de sa forêt. Ouais. Peut-être que j'aurais demandé aussi ces deux sortilèges. Comment endormir un homme? T'aimerais pas les avoir, toi, ces sortilèges? Comment endormir un homme contre son gré et comment le retenir contre son cœur à tout jamais? La forêt de Brocéliande est un lieu définitivement empreint de magie et de surnaturel.
Si certains mystères font appel à notre imaginaire, d'autres font l'objet d'enquêtes poussées depuis des siècles. Comme à Carnac, en Sud-Bretagne. On y trouve des milliers de roches dressées par l'homme il y a plusieurs millénaires, parfois constellées d'étranges gravures. Qui a agencé ces imposants alignements de pierres? Comment? Pourquoi? Ce chantier colossal qui prend sa source au néolithique est depuis toujours un casse-tête pour les archéologues du monde entier et constitue encore aujourd'hui la grande énigme des 3000 menhirs de Carnac. Selon Martin Sauvage, guide passionné par les contes populaires de Bretagne, l'un des sites les plus captivants serait celui des mégalithes de Locmariaquer. Un lieu emblématique qui comporte le dolmen de la table des marchands d'une taille exceptionnelle, le tumulus d'Ergras, sorte de monument funéraire millénaire et surtout l'un des plus monumentaux menhirs au monde. Alors ici, on est au Grand Menhir Brisé. Alors le Grand Menhir Brisé pose énormément de questions. De par sa taille, de par son gigantisme, de par son poids. Avec ses 18,50 mètres de hauteur, le Grand Menhir Brisé est unique en son genre. Sa particularité soulève bien des interrogations. Une des grandes questions au sujet de ces menhirs, c'est la provenance de ces pierres. On sait que cette roche, c'est de l'orthogneiss. L'orthogneiss n'est pas une roche véritablement locale. Cette roche, elle vient de plusieurs dizaines de kilomètres d'ici. Donc il a bien fallu les déplacer. Et pour ce type de pierre, on estime son poids à plusieurs centaines de tonnes, plus de 250 tonnes. À l'époque du néolithique, à une époque où on n'a pas de moteur, on n'a pas de machine, on n'a pas tous ces outils-là, on ne comprend pas comment est-ce qu'on a pu faire pour emmener ces pierres-là ici. On suppose que le Grand Menhir Brisé est arrivé à Locmariaquer sur un gigantesque radeau. Mais alors, pourquoi a-t-on déployé une telle énergie pour poser ce géant de pierre exactement à cet endroit? On se trouve vraiment sur un endroit privilégié. On est en hauteur par rapport à l'océan, par rapport au golfe du Morbihan. Donc le choix de ce site n'a pas dû se faire par hasard. On avait un immense menhir comme celui-là, le Grand Menhir Brisé. Puis on avait toute une succession de menhirs orientés au nord et au sud, donc qui étaient très certainement visibles de très loin. Ces pierres marquaient-elles les frontières d'un territoire? Pour tenter de comprendre, il faut se pencher sur les signes, assez rares, que nous offrent certaines structures. Martin, notre détective historique, nous entraîne à l'intérieur d'une sorte de grotte de pierre entièrement façonnée par l'homme. On est à l'intérieur du site qui s'appelle la Table des Marchands. Table des Marchands puisque c'est un dolmen. Dolmen qui veut dire table en breton, donc on l'a nommé Table des Marchands. C'est un site très ancien. Au mur, de mystérieuses gravures intriguent les visiteurs depuis des millénaires. Ce site funéraire est extrêmement bien travaillé, comme on peut voir ici sur la pierre de chevet qu'on a au fond du dolmen. On a 4 rangées de crosses. Alors ces symboles, on ne peut que émettre des suppositions. L'une des hypothèses aujourd'hui, ce qu'on peut penser, c'est que ces crosses, ce serait un symbole de puissance, qui serait une forme d'avertissement, peut-être pour protéger un territoire, peut-être pour avertir des ennemis potentiels, peut-être pour montrer de grands pouvoirs, de grandes puissances. Une théorie parmi d'autres, mais qui, lorsqu'on s'arrête sur la véritable nature des pierres levées de Carnac, peut prendre tout son sens. Car l'une des hypothèses qui fait définitivement basculer le site de Carnac dans la légende, c'est que ces alignements seraient en fait un gigantesque champ minéral destiné à capter l'énergie de la Terre. Donc ces forces telluriques ont été mesurées par un ingénieur en génie électrique au début du XXe siècle, un ingénieur qui s'appelait Méraud, qui lui est venu ici et il a constaté qu'il y avait une force différente par rapport à ce qu'on peut trouver partout ailleurs dans le monde. Et que ces forces, eh bien, ces pierres seraient capables, par leur vibration, d'amplifier et d'absorber les énergies telluriques. Les menhirs de Carnac agiraient donc comme des aimants colossaux pour amplifier et relâcher l'énergie de la Terre. Aussi incroyable que cela puisse paraître, certains éléments semblent étayer cette théorie. Des indices que l'on peut retrouver en s'éloignant des sentiers battus, comme sur le site du Magno,
Ce menhir-là, il a une particularité, c'est qu'il est ancré, ses fondations sont à l'intérieur d'un dolmen. Et la particularité, c'est que juste à la base, eh bien, nous avons des formes de serpents qui sont juste en contrebas, ici, là, qui ont été gravés. Ce seraient des symboles de force et ça montrerait la présence d'un champ magnétique sur lequel ont été installés tous ces alignements et ces menhirs, comme quoi ça n'a pas été installé ici par hasard. Les études effectuées par les scientifiques révèlent des pulsations extrêmes toutes les 70 minutes, démontrant que les menhirs se chargent et se déchargent régulièrement d'une force magnétique intense. On est sur une zone sismique qui est active. Il faut observer avec le golfe du Morbihan où on observe chaque année un mouvement sismique où la zone s'enfonce de 1 mm par an, donc ce qui est quand même une activité sismique énorme. Les mégalithes de Carnac sont positionnés sur 31 fractures de la zone sismique la plus active de France que constitue le golfe du Morbihan. Ils seraient donc en permanence dans un état de vibration énergétique. Mais alors, à quoi ce dispositif titanesque pouvait-il bien servir? Que cherchaient à faire nos ancêtres avec cette incroyable machine de pierre? Alors, de tels indices nous permettent de valider des théories depuis longtemps défendues par des chamans, par des druides, et qui nous disent que ces alignements de pierres seraient une porte gigantesque vers un autre monde. Certains défendent cette hypothèse selon laquelle les sites mégalithiques, comme les temples anciens, seraient des endroits volontairement à l'écart du monde. Des lieux où il est possible de se connecter avec des puissances qui défient l'imagination. Maintenant, on peut se poser des questions. Qui a pu être assez persuasif pour commander un tel chantier? Comment est-ce qu'on a pu avoir une sensibilité telle pour pouvoir comprendre ces énergies, les canaliser et en faire ce site-là? C'est des questions qui, peut-être un jour, auront des réponses. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça constitue toujours le mystère des alignements de Carnac. Les menhirs de Carnac racontent un des plus vieux mystères de l'humanité. Les légendes sont faites de grands mystères et parfois d'énigmes qui trouvent leur source dans des récits plus confidentiels. À quelques kilomètres de là, dans le secret du village de Rochefort-en-Terre, se raconte depuis plus d'un siècle un épisode étrange de la vie morbihanaise. Dans les ruines du château de Rochefort, à la fin du 19e siècle, aurait vécu une étrange créature. Une sorcière au pouvoir extraordinaire, révélée au grand jour par un écrivain qui n'aura de cesse de rencontrer ce curieux personnage. C'est encore Martin, incollable sur les histoires bretonnes, qui va nous raconter cette légende locale à peine croyable. Alors Rochefort-en-Terre a été une bourgade qui a commencé à se construire à partir du XIIe siècle. Ça a toujours été un endroit riche et puissant puisque ce village a fait partie d'un grand domaine médiéval qui s'appelait le dolmen de l'Argoët. Et c'est il y a à peu près un siècle, à la fin du XIXe siècle, qu'un personnage mystérieux et énigmatique est venu ici et a foulé ses pavés ici même. Ce personnage se prénomme Naya. Une femme étrange, dont de rares et singuliers clichés sont parvenus jusqu'à nous grâce à l'opiniâtreté d'un écrivain fasciné par cette créature insaisissable. L'histoire commence dans un café de Rochefort-en-Terre en 1890. Rochefort-en-Terre a été pendant un temps une destination favorite des peintres américains. La plupart venaient faire leurs études dans les grandes écoles d'art à Paris. Et parmi ces artistes, parmi ces écrivains, notamment un qui est venu ici, qui était Charles Géniaux. Charles Géniaux est un artiste rennais original, respecté de ses pairs. Aventurier dans l'âme, il était peintre, photographe, poète et surtout romancier. Il cherchait à travailler, à découvrir, à avoir des informations sur les anciennes pratiques, sur les anciennes médecines, sur les rebouteux, sur les choses qui étaient en train de se perdre avec le temps. Donc il était vraiment dans un esprit de collectage, d'aller à la rencontre du peuple et du folklore. Charles Géniaux nous raconte que la patronne de l'auberge est venue le voir en lui disant qu'elle connaissait un être, une créature, un personnage authentique qui vivait ici et qui était une diseuse de bonne aventure, qu'elle était capable de lire l'avenir et qu'elle a lu l'avenir à la patronne lorsqu'elle était plus jeune et que tout ce qu'elle avait prédit s'est finalement réalisé. Ce personnage au don inquiétant, tout le monde au village l'appelle Naya la sorcière. Et très vite,
Charles Géniaux va recueillir de bien étranges témoignages des habitants. Personne n'aurait jamais vu Naya manger quoi que ce soit. Et certains croient dur comme fer qu'elle serait immortelle. Alors en collectant des informations, Charles Géniaux commence à apprendre de plus en plus de choses au sujet de cette fameuse Naya. Notamment une anecdote où un homme lui dit qu'un jour il était parti à la foire de Questembert, donc de ce côté-ci, et son frère se trouvait à Malensac, de l'autre côté, et les deux hommes, exactement la même journée et au même moment, ont vu cette Naya. Donc elle ne serait pas une simple diseuse de bonne aventure, ce serait un personnage beaucoup plus compliqué que ça, et on peut lui prêter des pouvoirs comme le don d'ubiquité. Martin nous guide vers les tréfonds du musée de Rochefort-en-Terre. Le Naya Museum, construit sur les ruines de l'ancien château. Un lieu singulier dédié au fantastique, comme un hommage à cette insondable femme qui a marqué le village. Sous ces galeries de l'étrange, nous allons découvrir un site à part dans l'histoire de Naya. Alors cet endroit, c'est les souterrains qu'arpentait Naya. On dit qu'elle en connaissait tous les secrets. D'après les collectages de Charles Géniaux, elle faisait du feu ici. D'ailleurs, le fait qu'elle fasse du feu créait de la fumée, et quand elle sortait de ces souterrains, de ces passages secrets, c'était dans des nuages de fumée, ce qui ne manquait pas d'effrayer la population. Les habitants se méfiaient d'elle quand même, puisqu'il y a eu des témoignages de malédictions, de sorts qui ont été jetés aux personnes qui ont osé se moquer d'elle. Charles Géniaux va arpenter sans relâche les ruelles de Rochefort-en-Terre pendant plusieurs jours afin de croiser celle qui le fascine tant. Et alors qu'il allait baisser les bras, un matin, un garçon du village lui assure qu'il a vu de la fumée dans les ruines de l'ancien château. Dans son livre, Charles Géniaux nous indique que c'est ici même qu'il a escaladé les marches en suivant le petit garçon, les marches qui mènent jusqu'au château des Rieux Rochefort. Et arrivé en haut de ces marches, il a entendu une voix qui l'a interpellé, et cette voix, c'était celle de Naya la sorcière. Charles Géniaux va très vite être convaincu des pouvoirs surnaturels de Naya. Car l'échange qu'il décrit ensuite est plus que troublant. Ah ah, mon fils, tu voulais voir la sorcière? J'ai la puissance, moi. Et Gnami est plus fort que la mort. Gnami? Quel est ce Gnami dont vous parlez? Il est celui qui peut, celui qui veut, celui qu'on ne voit pas. Ce Gnami va être développé plus tard par Charles Géniaux dans le livre. Et ce Gnami serait un esprit malfaisant qui donne tous ses pouvoirs à Naya. Alors imaginez sa sensation à ce moment-là, à ce Charles Géniaux, quand il a cette première rencontre. Il se rend bien compte que cette Naya, c'est une sorcière. Dans les ruines du château, Charles Géniaux va rencontrer à plusieurs reprises la sorcière de Rochefort-en-Terre. Il va peu à peu gagner la confiance de celle qui s'amuse à répondre à ce monsieur de la ville et qui s'intéresse tant à elle. Géniaux va même réussir à effectuer quelques clichés de Naya, des images uniques au monde. Alors là, ce que j'ai dans les mains, ce sont les photos de Naya la sorcière qui ont été tirées en une collection de cartes postales, mœurs et coutumes bretonnes, donc ce sont des cartes postales anciennes. Il y a très peu de photos de sorcières, de vraies sorcières entre guillemets dans le monde, mais celles-ci ont traversé les siècles, plus d'un siècle maintenant. Alors ces photos peuvent être un peu effrayantes. On voit la sorcière avec les bras dressés vers le ciel. On voit ses yeux qui sont levés vers le haut et ses yeux qui sont pratiquement blancs, un peu comme s'ils étaient révulsés par une incantation, une formule magique, mais ou peut-être aussi tout simplement la cataracte dont parle Charles Géniaux dans son livre. Une cataracte qui, selon l'auteur, ne l'empêchait pas de voir les détails même les plus éloignés. Cette fameuse Naya, elle faisait certainement peur aux villageois de Rochefort-en-Terre, puisque même encore aujourd'hui, elle est utilisée un peu comme d'autres contes et légendes, comme des corrigans, comme ces histoires-là, dont on se sert pour faire peur aux enfants. Il n'était pas rare d'entendre une mère dire à son enfant « Tiens-toi bien, sinon je t'emmène dans les ruines du château voir Naya la sorcière et elle te jettera un sortilège dont elle seule a le secret. » Des personnages obscurs comme Naya. Des hommes et des femmes à l'existence trouble, intimement liés aux lieux qu'ils ont fréquentés. Nos mythes en regorgent. La Vendée compte sans doute l'une de ces histoires les plus sordides. Celle d'un seigneur qui aurait perdu la raison, sombrant dans la pratique d'une science occulte.
Nous sommes à Tiffauges, une petite bourgade paisible réputée pour son château. En ce lieu plane l'ombre d'un chevalier légendaire au funeste destin. Qu'a-t-il bien pu se passer de si horrible au XVe siècle dans ce petit coin de France? Chloé Chamouton est spécialiste des légendes vendéennes. Avec elle, nous pénétrons dans ce lieu qui renferme bien des mystères. Lorsqu'il passe pour la première fois les portes de ce château à l'âge de 27 ans, Gilles de Rais a alors acquis sa réputation de vaillant guerrier, de brave soldat aux côtés de Jeanne d'Arc, à côté de laquelle il a combattu pour le roi Charles VII. Gilles de Rais, fidèle lieutenant de Jeanne d'Arc. Une figure historique qui va devenir au fil du temps un monstre sanguinaire, souvent comparé à Barbe Bleue. Pourtant, en 1432, lorsque ce richissime seigneur arrive au château, auréolé de ses nombreuses victoires, personne ne peut se douter de son avenir tragique. Au château, la vie est débordante. Alors Gilles de Rais aimait organiser des banquets qui étaient fastueux. Il avait avec lui des centaines de serviteurs qui s'affairaient dans les dépendances. Étaient installées ici des grandes tables, le vin qui coule à flot, les rires, la musique, la liesse, la fête. Et Gilles de Rais aimait ces ambiances qui étaient fastueuses dans sa période de gloire, de succès, et il aimait pavaner. Dans cette grande enceinte de 3 hectares, Gilles de Rais organise des reconstitutions somptueuses, engageant des dizaines de figurants et ne lésinant sur aucune dépense. Comme un clin d'œil, les visiteurs peuvent encore aujourd'hui assister à des spectacles similaires au château de Tiffauges. Gilles de Rais aimait organiser des spectacles qui étaient grandioses, un petit peu comme celui qui se déroule derrière moi, qui relatait son épopée, un moment de son histoire. Comme pour cet épisode de la bataille d'Orléans, un épisode crucial de la guerre de 100 ans, sur lequel les figurants tout autour de moi combattaient et défendaient les murailles de Tiffauges, comme s'il s'agissait des murailles d'Orléans. Mais alors, que s'est-il passé pour que cet homme valeureux, adulé de ses contemporains, soit brutalement craint comme le diable? La réponse est peut-être à trouver du côté des colossales dépenses de Gilles de Rais. Après avoir dilapidé sa fortune, il se retrouve acculé par ses créanciers. Il ne sait plus comment faire face à cette situation. C'est dans la chapelle souterraine du château qu'il espère trouver son salut. Alors pour comprendre la face cachée de Gilles de Rais, il faut bien savoir que comme tous les seigneurs de l'époque, il était fervent et pieux. Il venait prier régulièrement ici, dans cette chapelle. Lui, pour qui jusqu'à présent tout avait réussi, il va se sentir subitement délaissé par Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient dans cette chapelle en espérant implorer la clémence de Dieu pour trouver des solutions à cette fameuse fortune qui lui manque. Donc il vient, il continue à implorer au nom du Dieu Tout-Puissant, mais malheureusement, ses suppliques restent inentendues. Le seigneur de Tiffauges va alors se tourner vers l'alchimie, une science occulte très en vogue à l'époque. Mais surtout, la promesse d'argent facile pour ceux qui en maîtriseraient les secrets. Au château, dans une pièce à l'abri des regards, coupé du monde par un pont-levis, il va se mettre au travail. C'est dans ce donjon que Gilles de Rais va se livrer à l'alchimie la plus obscure. Alors nous sommes en 1438, cela fait déjà 6 ans que Gilles de Rais vit à Tiffauges, que les caisses du château ne sont plus remplies, donc il va s'adonner à cette alchimie. Alors il faut imaginer qu'à l'étage se trouvaient des immenses tables sur lesquelles reposaient des immenses athanors. Alors des athanors sont des chaudrons dans lesquels Gilles de Rais tentait de transmuter des métaux en or, puisque c'était quand même l'objectif premier de l'alchimie. À côté de ces immenses chaudrons, toujours sur les mêmes tables, se trouvaient des cornues, des creusets, donc tout le matériel finalement dont Gilles de Rais avait besoin. Pour Gilles de Rais, l'objectif est clair, transformer le plomb en or. Cloîtré dans cette pièce retranchée du château de Tiffauges, il s'investit corps et âme dans ce projet insensé,
celui de la dernière chance. Cette quête va vite devenir une obsession. Ces murs étaient recouverts par des centaines de livres, d'ouvrages de toutes sortes, de magie noire. Il devient comme obsédé, obnubilé par ces grimoires qu'il possède. Petit à petit, on le voit venir dans cette tour, s'enfermer pour ne plus ressortir. Les gens se disent, ses serviteurs se disent qu'il est comme habité par des esprits. Et surtout, on se demande ce qu'il fait dans ce donjon. Gilles de Rais va d'échec en échec. Au bout de quelques mois, il décide de s'offrir les services d'un maître alchimiste. Et c'est en Italie qu'il va le trouver. Il s'appelle Francesco Prelati. C'est un prêtre expert dans l'art de la sorcellerie et de l'alchimie. Pour éviter les rumeurs et dissimuler aux yeux de tous leurs pratiques obscures, les deux hommes vont continuer leurs travaux dans un lieu plus reculé. À 50 km à l'ouest, le château de Machecoul, qui appartient à Gilles de Rais, semble tout indiquer pour poursuivre leurs expériences. Ce lieu qui est isolé compte très peu de serviteurs pour Gilles de Rais. Donc il va pouvoir finalement aussi compter sur des serviteurs qui lui sont fidèles, dévoués, et avec lesquels il va pouvoir entretenir des liens complices. C'est dans cette atmosphère inquiétante qui émane encore aujourd'hui de la forteresse que Gilles de Rais et Prelati vont progressivement basculer dans la folie. On parle de pacte avec le diable, on parle de sacrifice, on parle d'invocation maléfique. Ils ont besoin de beaucoup de sang pour pouvoir attirer, pour pouvoir invoquer les démons. Et c'est à partir de ce moment-là, dans cette tour qui est juste derrière moi, que les expériences les plus sombres, les plus cruelles et les plus terribles vont commencer. Et cette tour du donjon que vous voyez va être la tour de l'enfer. Selon Prelati, pour faire apparaître les démons qui les rendront riches, il leur faut du sang pur. Gilles de Rais ne remet pas en doute la parole de l'alchimiste italien. Il va alors enlever des enfants dans la campagne environnante. C'était la plupart du temps des enfants de paysans. Ils passaient cette porte et ils n'en ressortaient jamais. Finalement, cette tour du donjon devenait leur tombeau. Dans cette pièce ou peut-être dans une pièce voisine, nous sommes vraiment au cœur de l'effroyable légende. Et d'ailleurs, on le voit bien puisqu'il y a dans cette pièce encore présentes les armoiries de Gilles de Rais. Alors là, vraiment, avec Prelati, il va pouvoir se livrer à ses expériences diaboliques. Il les tue, il les frappe, il les égorge, il leur coupe les mains et surtout, il recueille le sang dont ils ont besoin pour pouvoir invoquer les diables, les démons et se livrer à leurs expériences maléfiques. Gilles de Rais n'atteindra jamais son but. Après 6 années d'horreur, la justice va enfin se pencher sur ses agissements. Le 26 octobre 1440, il finira pendu et brûlé pour ses crimes après un long procès. Gilles de Rais est le premier serial killer de l'histoire. On estime qu'il aurait enlevé et tué entre 800 et 1000 enfants aux environs du château de Machecoul. Ainsi naissait dans ces deux mystérieux châteaux la triste légende du seigneur Gilles de Rais, le Barbe-Bleue de Vendée. La folie et la cruauté des hommes ont souvent alimenté les légendes les plus tenaces. 2 siècles avant Gilles de Rais, plus au sud, on trouve les traces d'une histoire tout aussi sombre dans un lieu qui fait encore aujourd'hui froid dans le dos. Nous sommes au cœur du Périgord noir, une région où se nichent des châteaux creusés dans la roche. Ce site lugubre, frappé par la barbarie et la folie sans limite d'un homme, c'est la forteresse troglodytique de Reignac. En ce lieu a vécu un individu dont la malfaisance a forgé l'une des plus fameuses légendes noires de la Dordogne. Avant de nous conter son histoire, Jean-Max Touron nous fait la visite de cette drôle de fortification. Ici, c'est carrément imprenable. Il y a 12 bouches à feu, une bretèche. On peut tirer depuis le sommet des falaises. Enfin, c'est vraiment l'endroit idéal pour se protéger. C'est imprenable. Chacun ici qui habite la maison forte connaît sa position, sait où il doit aller en cas d'attaque.
La maison forte de Régnac, à travers l'histoire, ne sera jamais assaillie. Elle constitue un refuge idéal pour son propriétaire. Malgré tout, à Régnac, au XIIe siècle, ce coin d'apparence tranquille est loin d'être sûr. On ne craint qu'une chose, parce qu'il y a un bandit de grand chemin qui sévit dans toute la région, mais surtout autour d'ici, autour de la maison forte de Régnac. Et ces attaques n'ont parfois lieu qu'à quelques dizaines de mètres du château Falaise, au lieu dit la porte du temps. Cette porte a été créée par des monstrueux éboulis qui se sont décrochés de la falaise et qui ont créé ce porche naturel. Comme vous le voyez, c'est le chemin qui allait de Montignac au Bugue. C'est un vrai coupe-gorge. Quand on passe sous ce porche-là, c'est un endroit rétréci, c'est un endroit terrifiant. On sait qu'à cet endroit, il y a eu des attaques par des personnages recouverts d'une peau de lapin, le visage recouvert d'une peau de lapin avec 2 trous pour les yeux. On peut imaginer quand même qu'à l'époque, il y a 1000 ans en arrière, on ne faisait pas de détails. Il y a eu des crimes de sang terribles ici. Des attaques à répétition. Et un seigneur local qui ne fait rien pour rendre la justice. En haut lieu, on s'interroge. Alors le pouvoir de Sarlat va diligenter des enquêteurs pour y voir plus clair. Jacquemet de Régnac a été assez rapidement soupçonné, puisque c'est dès son arrivée que les crimes, les viols ont commencé. Avant, il n'y en avait pas, ou très peu, pas plus que d'habitude. Alors que là, ça s'est accéléré. Si les regards se tournent vers Jacquemet de Régnac, c'est aussi que l'on s'aperçoit très vite que l'homme a de curieuses manières. Le lugubre château Falaise, demeure brute et rustique, témoigne encore des pratiques inquiétantes de son ancien propriétaire. Alors nous sommes ici dans la superbe salle d'armes de la maison forte. Mais la particularité de cette pièce, c'est qu'il y a une petite pièce cachée, derrière le mur, une espèce de couloir secret. Il y a d'ailleurs deux trous. La personne qui se trouve derrière, à l'occurrence le bouc de Régnac, il observait ces gens de maison. Le bouc, un surnom évocateur et qui en dit long sur Jacquemet de Régnac. Il savait tout ce qui se passait par des petits labyrinthes comme ça de couloirs derrière la façade classique. Il avait en quelque sorte une emprise très forte sur les gens puisqu'il connaissait tous leurs secrets. Le terrible propriétaire de l'époque exerçait ainsi une pression psychologique sur ses sujets. Dans cet habitat troglodyte, clos, l'atmosphère est pesante. D'autant qu'en creusant un peu sur les habitudes du bouc de Régnac, on s'aperçoit qu'il dirige sa maison avec une autorité aussi cruelle que sadique. Nous voilà dans une exposition, c'est une exposition internationale sur la torture et sur la justice sous l'Ancien Régime. Cette pièce, bien sûr, fait écho au sadisme du bouc de Régnac. Alors il y a des instruments absolument terribles, affreux. Des instruments pour vous écarteler, d'autres instruments pour vous éviscérer, pour vous empaler, pour vous arracher les yeux, pour vous couper la langue. Il y a eu de nombreux viols, il y a eu des bergères assassinées. On dit qu'il pratiquait le droit de cuissage, quand même, c'était un sale type. Les murs de la maison forte de Régnac résonnent encore des souffrances infligées à cette époque-là. Mais pourquoi était-il si féroce ? Jean-Max nous livre un début d'explication dans une pièce minuscule, symbole de la haine qui habitait le bouc. Voilà, nous voilà dans la chapelle, enfin chapelle, oratoire, lieu de culte. Toutes les seigneuries avaient de toute façon un lieu de culte. L'autel est taillé dans le rocher, pour dire la messe, on se rapproche de Dieu. Mais du temps de Jacquemet de Régnac, c'est peut-être une pièce qui a peu servi, car, dit-on, il avait une haine de la religion. Parce que sa mère avait été violée par un ecclésiastique. Et il avait été élevé un peu dans cette haine du prêtre.
Parce que le pouvoir et le clergé se confondent à cette époque, il rejette toute autorité et n'a de fait ni Dieu ni maître. Et au fil du temps, les horreurs perpétrées en ce lieu n'auront aucune limite. Comme dans le minuscule cachot creusé dans les fins fonds de la forteresse, certainement la pièce la plus sinistre du château de Reignac. Eh bien, nous voilà devant le fameux cachot, terrible cachot, avec sa grosse porte en bois et ses fermetures, une grille à l'intérieur. Ce cachot est minuscule, il est entièrement taillé dans la roche, et il n'y a aucune lucarne. On était là dans le noir complet. Il y a des fers, des anneaux. La seule ouverture, c'est ce petit passe-plat là, en chicane. Vous voyez, il est comme une baïonnette. On peut attraper un morceau de pain ou un peu d'eau, mais on ne voit jamais le visage de celui qui vous nourrit. On sait que c'était un violeur. S'il a enfermé des femmes ici, on imagine ce qui a pu s'y passer. Le bouc de Reignac ne répondra jamais de tous ses crimes. Il parviendra à s'enfuir en Sicile avant son arrestation. Dans la région, encore aujourd'hui, lorsque les enfants sont pas sages, on leur dit « si tu n'es pas sage, on va t'emmener au bouc de Reignac ». Vous voyez un peu comme les traditions peuvent perdurer. Chaque coin de France abrite ses légendes noires. Si elles sont liées parfois à des hommes sanguinaires comme à Reignac, il arrive qu'elles soient l'œuvre de créatures maléfiques. Comme dans le Gévaudan, une ancienne province du sud de la France, théâtre d'un fait divers qui va bouleverser le pays au XVIIIe siècle. Pour vous conter cette histoire, notre parcours commence au Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Nous avons rendez-vous aux archives municipales avec Bernard Soulier, spécialiste français du sujet qui nous intéresse. Il enquête sur cette affaire depuis plus de 55 ans. La bête féroce dont nous avons eu si souvent à parler, sans pouvoir la nommer, et que nous ne connaissons encore que sous l'idée générale de férocité, dévora le 27 du mois dernier une fille de 19 à 20 ans à Boussefolle, paroisse de Riauteur de Randon, à 2 lieues d'ici. C'est une des premières attaques de la bête. La créature dont parle Bernard, c'est la bête du Gévaudan. Un animal mystérieux qui a défrayé la chronique dans tout le royaume pendant 3 longues années. La cour a été informée de ce qui se passait, donc les journaux se sont emparés de l'affaire dès le début. Ils ont monté ça un petit peu en épingle, tous les journaux en ont parlé très rapidement, le Courrier d'Avignon, la Gazette de France, dans chacune de leurs parutions quasiment, il y avait un article sur la bête du Gévaudan. Il y a beaucoup d'écrits qui se sont faits dans les journaux, donc comme on l'a dit, ensuite des gravures, comme celle qu'on a ici, c'était des gravures qui étaient vendues par les colporteurs, donc tout ça, ça a participé à diffuser la légende de la bête. Il faut bien se rendre compte d'une chose, quand la bête est représentée, elle a été représentée par des gens qui n'ont pas vu eux-mêmes la bête. C'était des artistes, donc ils l'ont faite comme on la leur a décrite, donc c'était déjà de seconde main, et ils l'ont faite aussi et surtout comme ils l'ont imaginée. Donc ce qui veut dire que les représentations de la bête que l'on a, qui datent bien de l'époque de la bête, ne sont pas du tout fiables au niveau historique. Après les travées rassurantes de la bibliothèque du Puy-en-Velay, direction les lieux du crime. Pour se rendre compte de la violence des attaques de cette créature, nous suivons Bernard au creux d'une petite vallée aux allures paisibles, à Saint-Étienne-de-Lugdarès. C'est ici qu'habitait la première victime officielle de la bête du Gévaudan. Alors cette victime, Jeanne Boulet, gardait les vaches aux alentours du village et elle a été attaquée donc en gardant ses vaches. On a retrouvé son corps dévoré le 30 juin 1764. Les actes de décès et les témoignages parlent d'agression d'une brutalité sans précédent. C'était toujours des attaques très violentes, puisqu'on a certains actes qui nous indiquent que le prêtre a enterré un bras d'une victime, une jambe d'une victime, la tête d'une autre victime. Tout ça, c'est mentionné dans les actes de décès. Et tout cela, pendant 3 ans, ça a entraîné vraiment une psychose générale dans la région. En tout, la bête du Gévaudan va faire 80 victimes. Un feuilleton sanguinaire relayé quotidiennement par les gazettes qui vont faire du loup
le suspect numéro 1. Les premières personnes confrontées à la bête parlent d'un loup qui les a attaqués. Les relevés d'empreintes au sol sont bien des empreintes de loup. Donc dès le départ, le suspect principal dans l'affaire de la bête du Gévaudan, c'est bien le loup. Mais très vite, les témoignages des personnes qui disent avoir aperçu la bête vont faire état d'un animal d'une toute autre nature. Et là encore, c'est la presse qui va répandre la rumeur. Il paraît depuis 2 mois dans cette province, aux environs de Langogne et de la forêt de Mercoire, une bête farouche qui répand la consternation dans toutes les campagnes. Déjà, à l'époque des faits, il y avait différentes hypothèses qui étaient émises. Il y avait la théorie du loup, qui revenait assez souvent. Il y avait l'animal exotique, la hyène notamment. On a eu aussi l'hypothèse du loup-garou, qui a été évoquée. Bon, il faut savoir qu'à cette époque-là, les gens croyaient au loup-garou. En haut lieu, on prend l'affaire très au sérieux. Louis XV, roi de France, va s'intéresser personnellement à cette histoire. 3 mois seulement après les premières attaques, tout va être mis en œuvre pour en finir avec cet animal indescriptible. C'est des très très gros moyens qui sont déployés dès le début, puis ce sont les militaires, les soldats qui sont stationnés sur place à Langogne, qui vont se mettre à traquer la bête. Et on a des documents qui évoquent la présence de 30 000 personnes en même temps aux trousses de la bête. Malgré tout, la bête va défier les chasseurs du roi 3 années durant, jusqu'à ce qu'on repère l'animal sur les hauteurs du petit village d'Auvers, en Haute-Loire. Alors ça s'est passé le 19 juin 1767. C'est un paysan du secteur qui s'appelait Jean Chastel, dans une battue, qui a réussi à abattre la bête du Gévaudan, puisqu'après la mort de cet animal, il n'y a plus d'attaque en Gévaudan. Un seul coup de fusil aura suffi à tuer la bête. Les couleurs, la taille, la tache blanche au poitrail correspondent. Et maintenant qu'on la tient, on va enfin pouvoir savoir à quoi ressemble cette créature. Ils ont fait venir un chirurgien de Sogg qui a autopsié l'animal et ils ont rédigé un rapport. Il est écrit que cet animal ressemble à un loup, mais un loup bizarre. Si on le regarde de l'arrière, ça ressemble bien à un loup. Si on le regarde de l'avant, ça ne ressemble plus à un loup. Après ça, ils ont voulu montrer cet animal à Louis XV, mais il avait été mal préparé. Et arrivé à Paris, il a été enterré. Donc on n'a rien gardé de la bête du Gévaudan. Pas de peau, pas de poils, pas de squelette, pas de dents, rien du tout. Ce qui fait qu'encore de nos jours, il y a une part de mystère sur ce qu'a été cette bête du Gévaudan. Un simple fait divers qui ne trouve pas d'explication rationnelle et se transforme en légende. Dans ce registre, l'histoire de la bête du Gévaudan n'est pas un cas isolé. Un siècle plus tard et 300 km plus au sud, c'est une histoire de trésor qui va défrayer la chronique. Celui d'un mystérieux abbé dans la petite cité de Rennes-le-Château. Cet abbé, c'est le sulfureux Béranger Saunière. Pour nous conter son histoire, nous allons suivre Christian Doumergue, historien local, dans chaque recoin de ce petit village de l'Aude. Alors l'abbé Saunière arrive à Rennes-le-Château en 1885, pendant l'été. C'est un jeune curé, il a 33 ans. Il faut le voir comme un homme qui a déjà une carrure physique imposante. C'est presque un rugbyman. Il a une carrure, il a une voix qui porte aussi. Et alors précédemment, il a été curé dans un village perdu de montagne, Le Clat, un village très éloigné de la Haute-Vallée, où on se trouve actuellement. Et Rennes-le-Château, pour lui, c'est vécu un petit peu comme une promotion, parce qu'il revient sur ses terres natales. Mais quand il arrive ici, il va vite déchanter en fait, parce qu'il va trouver une église à l'état de quasi-ruine, un presbytère qui n'est pas habitable. Pas de quoi décourager l'impétueux Béranger Saunière. Très vite, il va se retrousser les manches et travailler à la restauration de son église, sous l'œil inquisiteur de ses paroissiens. Il va étonner la population locale pour un certain nombre de choses, et il va faire jaser, entre guillemets,
Par exemple, il va prendre pour servante Marie Desnarnaud, qui est une jeune fille quand il arrive, elle a 18 ans. On sait que les curés à l'époque avaient des consignes, hein, ils devaient prendre des femmes âgées pour qu'il n'y ait pas de risque. Et là, il prend une fille très jeune avec qui il va avoir une relation de proximité, d'intimité même, on peut dire. Et du coup, ça va donner cours à certaines suppositions. Malgré ses soupçons, le tempérament entier et la combativité de Béranger Saunière va finir par séduire les habitants. Car le nouveau curé de Rennes-le-Château met tout en œuvre pour faire revivre la paroisse du petit village. Mais va survenir une autre conduite suspecte. On murmure aux alentours que l'abbé aurait trouvé quelque chose dans l'église Sainte-Madeleine dont il conduit les travaux. Alors dans l'église, Saunière va faire un certain nombre de découvertes, très rapidement d'ailleurs. Le carillonneur, par exemple, va expliquer qu'un soir, en rentrant dans l'église en plein travaux, il a trouvé un vieux balustre en bois éventré et à l'intérieur du bois, une capsule métallique dans laquelle il va découvrir un parchemin qu'il va amener à l'abbé Saunière. Personne ne peut dire aujourd'hui avec certitude ce que contenait le parchemin de l'église Sainte-Madeleine. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, Saunière va multiplier les recherches. La plus étonnante peut-être des découvertes de l'abbé Saunière, c'est ici certainement que se trouvait une dalle qu'il a fait un jour soulever par des enfants de chœur qu'il a fait spécialement venir dans l'église pour l'aider. Les enfants de chœur ont à peine eu le temps de voir que sous cette dalle s'enfonçait dans les profondeurs de l'église un escalier. Saunière les a à ce moment-là congédiés et il ne leur a plus jamais reparlé de cette affaire-là. Concernant cette découverte, on est évidemment ici dans le témoignage oral, mais on l'a rapproché d'une page du cahier journal de l'abbé Saunière qui, à la date du 21 septembre 1891, consigne « découverte d'un tombeau ». On voit quand on suit le déroulé de son journal que cela a affecté son comportement. En effet, dans les jours qui suivent, Saunière va congédier les maçons, l'église va être fermée. Quelque temps après, il fait venir des confrères à qui il montre sans doute sa découverte. Et suite à cela, il va réengager une nouvelle équipe de maçons, mais qui ne viennent pas du village. Et là, de façon certaine, on voit que Saunière cherche à dissimuler quelque chose, à dissimuler une découverte qu'il a faite. Ces découvertes vont déclencher une série d'événements inexplicables. L'abbé Saunière va désormais se comporter de façon bien étrange. Pour nous raconter la suite de cette incroyable histoire, Christian nous emmène derrière l'église Sainte-Madeleine. C'est un des endroits emblématiques de cette énigme, puisque en effet, les villageois ont gardé un souvenir très particulier des activités de Saunière dans ce lieu. Ils se souvenaient que Saunière s'enfermait la nuit dans le cimetière avec sa servante Marie Desnarnaud, et qu'à la lueur d'une lampe tempête, eh bien, il creusait un petit peu partout, il remuait les tombes. Ce qui est intéressant, c'est que fin des années 1890, parce que ça dure quand même durant une dizaine d'années, hein, cette histoire-là, il y a un certain Sarda, donc il y a un habitant du village, qui s'adresse au maire de Rennes-le-Château et qui lui dit que clairement, ce que fait l'abbé Saunière dans ce cimetière la nuit, ce sont des fouilles. Et donc là, on voit bien que Saunière a basculé dans autre chose, on est vraiment rentré dans le mystère. Il faut dire que les soupçons des villageois interviennent dans un contexte très particulier. Car à cette époque-là, l'abbé Saunière va changer de train de vie de façon radicale. Pour bien le comprendre, Christian nous convie dans le magnifique jardin du domaine de l'abbé. Alors il y a plusieurs phases dans la vie de l'abbé Saunière à Rennes-le-Château. La première phase, c'est la restauration de l'édifice religieux. Il va dépenser énormément, mais c'est dans les cordes d'un curé de rénover son église et de la rendre fastueuse. Puis il va se passer quelque chose de tout à fait surprenant. Fin 19e, Saunière va acheter un certain nombre de terrains autour de l'église et à partir de 1900, il va y bâtir un domaine tout à fait fastueux qui n'a plus rien à voir avec la vie d'un modeste curé de campagne. Au fond du parc, une autre folie de Saunière, la tour Magdala. Cette magnifique construction illustre à la perfection la folie des grandeurs qui a pris possession du petit abbé de Rennes-le-Château.
C'est une tour néo-gothique que l'abbé Saunière a fait bâtir et c'est un symbole de son opulence. Une tour qui lui sert de bibliothèque aussi. On sait qu'il avait une très riche collection d'ouvrages à l'intérieur de cette tour. Elle domine la haute vallée de l'Aude et dans le fond la chaîne des Pyrénées qui clôt majestueusement l'horizon. Et de ce côté-là, donc, la tour Magdala domine le domaine mystérieux de l'abbé Saunière qui s'étend en nos pieds avec des parcs, des jardins d'agrément qui étaient à l'époque ponctués de différentes statues qui ont aujourd'hui disparu. Et évidemment, pour un pauvre curé de campagne, ça interroge les villageois. Comment est-ce que leur prêtre a-t-il pu bâtir un tel domaine, avec quels moyens? Dans ces jardins, Saunière installe une ménagerie avec des singes, des haras. Il fait construire une serre posée sur de solides remparts. Et juste en contrebas, un bâtiment qui n'a rien de modeste. Alors cette villa Béthanie, Saunière l'a construite en 1900. C'est une villa qui ne va pas être destinée à son propre usage, puisqu'il va y accueillir ses invités. Lui-même va continuer à vivre dans le presbytère voisin. C'est une villa style Renaissance qu'il va aménager avec luxe et dans l'air du temps, puisqu'on sait qu'il y avait des tapisseries Art Nouveau, des éléments japonisants. Donc ce n'est pas du tout une décoration de nature religieuse à l'intérieur. C'est une décoration qui est destinée à ses hôtes, et ses hôtes appartiennent à la bourgeoisie aisée, à l'aristocratie, et c'est des gens qu'il va recevoir avec faste, ce qui va durablement impressionner les villageois. Selon certaines sources qui se sont penchées sur cette histoire, il aurait dépensé 1,5 milliard à 2 milliards d'anciens francs entre 1891 et 1917, soit l'équivalent aujourd'hui de 3 millions d'euros. Il recevait véritablement avec faste. On sait qu'il commandait les meilleurs mets à travers la France et à travers le monde même, puisqu'il faisait venir son rhum de la Martinique. Saunière pouvait servir du homard, par exemple, des mets raffinés au niveau des viandes, la préparation, du cerf, etc. Enfin, c'était des mets choisis et des mets que les gens du coin n'étaient pas du tout habitués à voir dans leurs assiettes. C'est quelque chose qui détonne complètement ici. Saunière s'éteindra en janvier 1917, après avoir dépensé sans compter. Certains sont persuadés que l'abbé n'a pas eu le temps de dilapider la totalité de son fabuleux trésor. Au XXe siècle, nombreux sont ceux qui ont eu vent de son histoire et qui ont espéré récupérer ce qui restait de cette manne extraordinaire. Comme en témoigne ce panneau insolite à l'entrée du village. Les fouilles sont interdites sur le territoire de la commune de Rennes-le-Château. Alors ce panneau, il a été placé suite à un arrêté municipal interdisant les fouilles sur la commune. Pourquoi cet arrêté? Parce que des chercheurs viennent alors de France entière, et même on commence à venir du monde entier, pour trouver le trésor de l'abbé Saunière. Et on n'hésite pas à utiliser de la dynamite, à creuser partout, et à mettre en danger éventuellement les habitants du village. Il y a eu différents épisodes qui ont laissé des marques dans les esprits, notamment profanation du cimetière, usage de dynamite pour creuser un puits. Donc voilà, c'est ça l'atmosphère à l'époque, c'est des chercheurs avides de trouver l'or de l'abbé Saunière. Parmi ces aventuriers, certains sont convaincus que Saunière a laissé des indices derrière lui, notamment dans l'église, qui confirment la découverte de ce fabuleux trésor. Alors un des éléments singuliers de l'église, c'est cette statue de Saint-Antoine de Padoue. La patronne de l'église de Rennes-le-Château, c'est Marie-Madeleine. Donc logiquement, celle qui aurait dû être portée comme ça par des anges, c'est Sainte Marie-Madeleine. Or là, Saunière place Saint-Antoine de Padoue. Ce qui a intrigué les chercheurs, parce que Saint-Antoine de Padoue, c'est le saint qu'on invoque pour retrouver les objets perdus. Et par dérivé, c'est le saint patron des chercheurs de trésors. On a vraiment l'impression, quand on voit cette mise en exergue de Saint-Antoine de Padoue, que Saunière a voulu le remercier d'une découverte qu'il a faite dans son église. Plus mystérieux encore, le déconcertant abbé aurait parsemé son église de signes codés qui conduiraient au trésor. Alors on est ici devant un grand bas-relief que Saunière a fait réaliser, c'est une pièce unique, et ce qui a attiré l'attention des chercheurs, ce sont surtout les deux fresques qui l'entourent. En effet, sur la fresque de droite, Saunière s'est fait représenter lui-même. On voit un prêtre en soutane qui semble chercher quelque chose dans la campagne. Il a un parchemin à la main et à proximité, on voit un chapiteau antique en partie dissimulé par la végétation. La forme des rochers peints par l'artiste a interrogé les chercheurs. Beaucoup pensent que ce sont de véritables rochers qui seraient à retrouver dans la campagne autour de Rennes-le-Château. Et donc cette fresque serait en quelque sorte une carte codée conduisant au trésor de l'abbé Saunière. Une question se pose encore. Et si l'abbé Saunière avait vraiment exhumé ce trésor? Quelle en serait l'origine? Christian ainsi que bon nombre d'historiens
ont une théorie à ce sujet. Alors la thèse la plus répandue qui s'est vite imposée dans l'esprit des chercheurs, c'est celle du trésor des Visigoths. Alors le trésor des Visigoths, c'est véritablement un trésor de roman. C'est quelque chose d'extraordinaire, de colossal, qui est le fruit de plusieurs sacs de Jérusalem, sacs de Rome. Et c'est un trésor donc composé d'or, de reliques sacrées, dont on perd la trace précisément à Carcassonne, donc pas très loin de Rennes-le-Château. Carcassonne, c'est une place forte visigothique. Lorsqu'elle est prise par les Francs, qui ont entendu parler que le trésor se trouve à l'intérieur, ceux-là ne trouvent rien dans les murs de la cité. À partir de là, la question s'est posée de savoir où était passé ce trésor. Et avant la Bessonnière, dans la région, on a un certain nombre de légendes qui vont dans ce sens, de légendes qui nous parlent d'un trésor mirifique, colossal, qui serait gardé par le diable et qui se trouverait dans les environs même de Rennes-le-Château. Pour d'autres, Béranger Saunière aurait mis la main sur le mythique trésor des Cathares. Un ordre mystérieux soupçonné d'avoir été le gardien d'un objet légendaire. L'histoire qui va suivre raconte la genèse de ce fabuleux trésor. Cette légende se situe à Montségur, en Ariège, entre les murs d'un inaccessible château qui aurait vu passer l'objet le plus convoité de l'histoire de l'humanité, le Saint Graal. C'est Fabrice, spécialiste de l'histoire cathare, qui nous accompagne au château en gravissant le Pog, nom donné par les habitants de la région à ce pic rocheux. Il faut savoir que de tout temps, nous avons en ce lieu toute une quantité de légendes, plus ou moins fantastiques. Il y a l'histoire d'un objet mystérieux qui aurait été caché à Montségur et qui aurait été protégé par les Cathares. Il faut savoir d'ailleurs que cet objet, beaucoup de chercheurs aujourd'hui continuent à le chercher sur le site. C'est ce qui fait d'ailleurs un peu l'intérêt des lieux. C'est toute cette part de légendaire, d'imaginaire que cet endroit apporte à tous les visiteurs. Le catharisme, c'est un mouvement religieux médiéval né au Xe siècle, dissident du catholicisme. Leurs membres prônaient la pratique d'une religion plus simple, en opposition au faste de Rome. Très présents dans le midi de la France, les Cathares vont vivre une violente vague de répression qui prendra fin avec leur extermination en 1244, précisément à Montségur. Ce que l'on sait, c'est que les Cathares vont arriver à Montségur au début du XIIIe siècle et ils décident de s'installer sur le Pog en construisant ce qu'on appelle un castrum, qui est un ensemble fortifié. Il y a très peu de lieux au monde, finalement, où de nos jours on peut voir encore de vrais vestiges de maisons cathares. À Montségur, entre ciel et terre, s'organise alors le refuge des derniers cathares, traqués et acculés. Ils viennent se réfugier à Montségur pour la bonne et simple raison que le lieu est assez inexpugnable. Et du haut de ce POG, ils vont bâtir tout un système défensif. On a non seulement les falaises, l'aspect naturel de la montagne, qui est déjà une défense en elle-même, mais on va compléter, les Cathares vont compléter ces défenses naturelles par des défenses artificielles que sont les murailles. Sur ce POG de Montségur, les Cathares vont constituer un véritable réduit, un véritable asile du haut de ce pic. Les Cathares vont résister pendant 40 ans aux deux grandes puissances de l'époque, la couronne de France et l'Église de Rome. Cet ultime bastion du catharisme est protégé par 150 hommes d'armes valeureux et en position de force, perchés sur leurs falaises abruptes. Des garnisons entières vont tenter en vain de s'emparer du château de Montségur. Montségur va devenir une espèce d'épine dans le pied du royaume de France et les rois de France décident de lancer des sièges contre Montségur. Plusieurs sièges vont avoir lieu sur le site, à chaque fois repoussés par les défenseurs, par une poignée d'hommes. Finalement, le roi de France va lancer une armée qui est colossale, tant en nombre d'hommes qu'en matériel. Des catapultes vont être apportées à Montségur et ce sont ces trébuchets, ces mangonneaux, ces catapultes qui vont littéralement pilonner la montagne. Il va y avoir une pluie de boulets qui va tomber sur les défenses du castrum, sur les maisons, pendant plusieurs mois. Et au bout de plusieurs mois de pilonnage, eh bien, la garnison décidera de se rendre.
Nous sommes en mars 1244. 6 000 hommes auront été nécessaires pour venir à bout de la poignée de résistants cathares. Et la reddition se fera à une seule condition, seuls les cathares qui renieront leur foi seront épargnés. Alors le souci, c'est que les cathares sont tellement convaincus de leur religion qu'aucun n'abjurera. Et on va conduire cette masse humaine à un lieu très particulier que les anciens au village appellent le champ des brûlés. On sait que dans ce pré, a été creusé par les croisés une très grande fosse, un grand trou. Et dans ce trou, les croisés le remplissent de bois. Ensuite, on a planté un enclos fait de pales et de pieux. Et contre cette bien vilaine palissade, nous avions appuyé des échelles. Voilà pourquoi, dans toute la littérature, on pourra lire que pour brûler, les cathares devront ici même se jeter les uns après les autres dans les flammes du bûcher. Donc c'est un moment qui est vraiment très fort de l'histoire de la montagne. C'est toute une communauté, tout entière, qui préférera choisir les flammes que la survie. Près de 200 personnes, hommes, femmes, enfants, descendent de la montagne le 16 mars 1244. Ainsi s'achève de façon tragique l'histoire des cathares. Tous périrent sur le bûcher ce jour-là, au pied de Montségur. Enfin, presque tous. La veille de la capitulation, 4 jeunes cathares décident de quitter Montségur. Par les textes, nous savons que ces fugitifs quittent ce lieu en descendant le long d'une falaise et en apportant avec eux un sac qui est porté sur l'épaule de l'un d'entre eux. Ils auraient apporté avec eux, dans ce sac, un objet, une relique, en tout cas quelque chose qui était suffisamment important pour que ces 4-là ne fassent pas partie des suppliciés. Ce chargement précieux va beaucoup faire parler. Que transportaient ces survivants cathares? Pour certains, il n'y a pas de doute. L'objet mystérieux qui a échappé aux troupes du roi de France, c'est le légendaire Saint Graal. La coupe mythique qui aurait recueilli le sang du Christ lors de la crucifixion. Une relique dotée de pouvoirs magiques qui va attiser toutes les convoitises. Alors cette légende va aller assez loin puisque dans les années 30, un certain Otto Rahn, membre de l'Annedarbe, un bras droit d'Himmler, décide de venir à Montségur et de réaliser des fouilles sur le site puisque Otto Rahn est convaincu, bien entendu, qu'il y a le Graal, qu'il y aurait le Graal à Montségur. Otto Rahn, c'est un archéologue nazi affecté à la très obscure Annenerbe. Cette unité spéciale versée dans l'occultisme était chargée de rechercher à travers le monde des objets de légende pour le comte d'Himmler. Pour arriver à leur fin, les membres de cette organisation ont carte blanche. Il va y avoir de véritables excavations qui vont être faites ici même, à l'intérieur de cette enceinte du château, à tel point que des années plus tard, quand les archéologues de la région décideront à leur tour de faire des fouilles, ils ne retrouveront plus rien en place, puisque tout a été retourné, perturbé par ces fouilles d'Otto Rahn. À cette époque, Otto Rahn n'a que des informations partielles sur cette légende du Graal à Montségur. Au pied de la forteresse, dans les ruines des maisons alentours, les fouilles de Rahn ne donnent rien. Mais il ne va pas abandonner pour autant et va simplement changer de méthode. Nous nous trouvons dans le village de Montségur et c'est ici même, dans cet hôtel, l'hôtel Couquet, que Otto Rahn a décidé de séjourner. Dans cet hôtel, il va rencontrer un peu toutes les sociétés savantes d'Ariège et il va se faire ami non seulement avec ces gens-là, ces scientifiques, mais aussi avec les locaux. Il va interroger les locaux, il va devenir un peu leurs confidents, leurs amis. Et les uns et les autres vont commencer à suggérer à Otto Rahn que ce n'était pas là-haut qu'il fallait chercher le Graal, mais plutôt ailleurs, dans les environs immédiats du site. On lui parle surtout de grottes qui pullulent dans cette région. Certaines ont même été transformées en spulga, une sorte de château fortifié sommaire qui complète une cavité dans la roche. Selon des documents anciens, les 4 derniers cathares de Montségur se seraient réfugiés dans l'une d'entre elles. La légende dit que ce serait dans une de ces spulgas qu'aurait été caché le fameux sac mythique des cathares et que ces
d'une de ces spulgas que les Cathares auraient ensuite continué leur chemin. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, avec des grottes pareilles, c'est l'endroit idéal pour cacher toutes sortes de choses. Dans ce coin de France, pas une falaise, pas une montagne qui ne comporte sa cavité. Autoran a du pain sur la planche. Mais celle qui va très vite retenir son attention, c'est la grotte de Bethléem. Une petite caverne difficile d'accès où l'on trouve un étrange autel et un mystérieux symbole creusé dans la roche. Cette grotte, pour Autoran, est extrêmement importante car il est convaincu que c'est ici même qu'aurait été caché le Graal par ces fameux Cathares qui auraient quitté Montségur. Il y a plusieurs choses qui vont interpeller Autoran dans cette grotte, notamment le fameux pentagramme, qui est cette espèce d'engravure dans le rocher, où pour lui, c'est très clair, s'il y avait comme un rituel de la part des Cathares qui se logeait à l'intérieur. Un mystérieux pentagramme, un autel prêt à accueillir des rituels. Autoran est persuadé de toucher au but. Pourtant, ces fouilles ne vont rien donner. Au bord du désespoir, il va alors se livrer à des pratiques extrêmement étonnantes. Alors Autoran ne s'est pas contenté d'interpréter, mais il est allé assez loin puisqu'il n'a pas hésité à graver directement dans la calcite de cette roche, ici notamment un Graal. Pourquoi il l'a gravé? Tout simplement parce qu'il était tenu de rendre des comptes. Il était tenu de rendre des comptes à Himmler, qui était son commandant, puisque Himmler lui mettait une certaine pression. Bien entendu, Autoran n'a jamais trouvé de Graal ici ou ailleurs. Et d'ailleurs, sa mort plutôt brutale montre que vraiment il a dû avouer son échec et il a été mystérieusement assassiné, probablement par ses propres services, suite à son échec. Malgré tout, Himmler, obsédé par les objets mythiques, n'abandonnera pas les recherches et enverra d'autres émissaires à Montségur. A-t-il trouvé cet objet légendaire? La montagne gardera pour toujours ce secret. À travers ces destins souvent tragiques, ces récits parfois insolites, demeurent de nombreux mystères. En sillonnant la France, les contes populaires s'entremêlent à notre patrimoine. Nos châteaux, nos villages n'ont pas fini de nous dévoiler leurs légendes. À qui s'est écouté?